Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Your Green Experience. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'entreprise Bouvard, donc l'éco-conception dans la filière alimentaire. Donc ce webinaire est organisé par le pôle éco-conception et donc ces webinaires ont pour vocation de donner envie aux entreprises de se lancer dans la démarche d'éco-conception. Donc ces témoignages ont pour objectif de montrer les bénéfices il y a pu y avoir dans une démarche d'éco-conception, mais aussi voilà, les choses à savoir, les résultats qu'il y a pu avoir et aussi comment ça permet aussi de se démarquer sur le marché notamment. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Louise Gilbert, je suis chef de projet au pôle éco-conception. Agronome de formation, je reprends tous les sujets qui sont en lien avec l'alimentaire. Donc, on va avoir de la formation, de l'accompagnement spécifique sur le sujet alimentaire. On vous en parlera un petit peu plus à la fin de ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons partager le retour d'expérience de la biscuiterie Bouvard, donc une entreprise du secteur alimentaire qui fabrique des biscuits pour de nombreuses marques. Je laisserai Sébastien nous présenter tout ça. Et la biscuiterie Bouvard est très avancée en matière d'éco-conception puisqu'elle a pu déjà réaliser une démarche. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment ça s'est passé, comment ils ont procédé pour se lancer dans la démarche. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Louise, bonjour à tous. Donc Sébastien, responsable éco-conception au sein du groupe, je le laisserai se présenter juste après. Donc pour rappel, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay. Vous pouvez aussi poser vos questions dans l'onglet dédié. Il y a un petit onglet questions et on essaiera d'y répondre juste après la présentation. Donc n'hésitez pas et vous aurez aussi accès au support de présentation. Donc, je vous propose de commencer sans plus tarder. Avant ça, je vous indique aussi qu'à la fin de l'interview, donc on aura on vous présentera un nouvel outil que le pôle éco-conception a développé, ainsi qu'un serious game. On vous parlera aussi de nos formations dédiées au secteur. Je laisserai Sacha Conrad, notre chargé de formation, présenter tout ça après l'interview de Sébastien. Donc, nous allons commencer sans plus tarder par une première question pour Sébastien. Avant ça, je voulais vous faire un petit rappel sur l'éco-conception alimentaire. Donc, quand on parle d'éco-conception, on parle bien sûr de l'analyse de l'entièreté du cycle de vie. Donc, on va regarder chaque étape de vie d'un produit. Et en alimentaire, en général, il y a beaucoup de préjugés qui pensent que c'est uniquement dédié à l'emballage. La démarche d'éco-conception peut très bien s'appliquer sur le produit. Quand on parle d'éco-conception, souvent c'est vraiment le produit. L'emballage va venir en fait faire partie du cycle de vie, mais on va vraiment regarder la vie du produit avec donc une première partie sur l'amont agricole. Ça va être la première étape de vie de notre produit. Ensuite, on va avoir une étape de transformation. On va retrouver l'étape de logistique avec les parties emballage, secondaire, tertiaire, mais aussi tout ce qui est toute la logistique qu'on retrouve un petit peu partout dans le cycle de vie, qui est matérialisé à un endroit, mais en fait qu'on va retrouver un petit peu partout. On va retrouver aussi l'étape de vie de la dégustation, puisque certains aliments voilà, vont générer potentiellement un impact aussi à leur dégustation. Puis la fin de vie, qui comprend aussi la partie gaspillage alimentaire. Donc, l'objectif de l'éco-conception, c'est d'étudier donc l'intégralité du cycle de vie pour essayer d'anticiper et de réduire les impacts environnementaux au maximum tout au long de ce cycle de vie. L'éco-conception, c'est aussi une approche multicritère. On ne va pas regarder que le carbone, par exemple. On va regarder aussi tout un tas d'autres indicateurs. Donc, ceux que vous avez affichés à l'écran, c'est les 16 indicateurs du PEF. Donc, c'est une méthode européenne qui reprend donc 16 indicateurs pour avoir en fait l'impact environnemental global du produit. Donc voilà pour les petits rappels. Quand on fait de l'éco-conception, on va regarder tout le cycle de vie. On va regarder aussi plusieurs critères environnementaux pour avoir l'impact global du produit. Et on va essayer de diminuer l'impact environnemental au maximum. Voilà un peu pour les rappels. Je vous propose maintenant de passer à notre interview avec Sébastien. Donc Sébastien, peux-tu nous présenter la biscuiterie Bouvard et te présenter ainsi que ton rôle au sein de l'entreprise? Merci Louise pour cette introduction. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Moi je suis Sébastien Toubin. Je travaille au sein de la
de l'entreprise Bouvard Alina Industrie. Donc, comme ça a été dit en introduction, nous sommes une biscuiterie, donc nous sommes spécialisés dans la fabrication de biscuits. Alors, principalement des biscuits secs, des biscuits chocolatés, mais aussi des biscuits bio. Nous produisons principalement des biscuits pour les marques de distributeurs et nous faisons aussi de la sous-traitance pour quelques gros clients, notamment en biscuits bio. Le site de Dole sur lequel je suis basé compte environ 150 salariés. Donc nous sommes basés dans le Jura et nous faisons partie du groupe Biscuits Bouvard, donc qui est un groupe qui maintenant se développe à l'international, qui compte 17 sites de production en France et à l'étranger et qui compte à ce jour environ 2000 collaborateurs. Alors, je vois la carte que vous avez à l'écran, donc Biscuits Bouvard et enfin le siège et puis l'usine spécifique à ces areas sont situés près de Bourg-en-Bresse. Et moi, je suis situé sur l'usine, le site de Dole, dans le Jura. Ok. Alors, mon rôle au sein de cette entreprise, je suis maintenant depuis un peu plus de 2 ans responsable éco-conception. Donc, je suis chef de projet sur les projets liés à l'éco-conception. Je réalise aussi les analyses de cycle de vie pour les différents produits les différents produits et différentes gammes que nous avons. Et j'ai aussi une casquette de sensibilisateur aux enjeux environnementaux. Et notamment, je suis animateur de la fresque du climat. Ok. Donc, on voit qu'avec un poste comme ça au sein de l'entreprise Bouvard, c'est peut-être une thématique qui est importante pour l'entreprise. Est-ce que les enjeux environnementaux donc, ont été considérés depuis le début de l'activité de l'entreprise? Est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte, comment Bouvard s'est intéressé au sujet? Alors, je vais faire un peu le mix avec à la fois le groupe et puis le site de Dole, puisque les enjeux environnementaux sont quelque chose qui ont été pris en considération relativement tôt. Nous avons 4 piliers dans notre politique RSE. 4 piliers qui sont donc mettre l'humain au cœur de notre attention, s'approvisionner de manière responsable, produire avec intelligence et repenser les produits de demain. Ces différents piliers ont entraîné la mise en place de différentes actions et notamment déjà la certification de nos usines aux normes ISO 14001 pour le management de l'environnement et aussi à la norme ISO 50001 pour le management de l'énergie. Et de manière annuelle depuis 2018, maintenant, nous réalisons aussi notre bilan carbone. Donc, nous avons vraiment une connaissance de l'outil bilan carbone et puis des enjeux environnementaux plus globalement qui est présente depuis plusieurs années. Le bilan carbone qui est réalisé de manière annuelle, donc pour le groupe et qui donne aussi les détails des impacts par usine, nous a amené à établir un constat que 75% des émissions de gaz à effet de serre pour le site spécifique de Dole provient de nos matières premières, donc le chocolat, les matières grasses d'origine animale, la farine, etc. Et quand on compare avec la part pour les emballages, par exemple, les emballages, on est sur seulement une dizaine de pourcents. Donc c'est vraiment la partie, je veux dire, matière première et l'amont agricole qui va être le plus impactant dans notre bilan carbone. D'accord. Et ce sujet-là, donc, il est né peut-être avec la conviction personnelle du dirigeant. Est-ce que c'est quelque chose depuis la création de l'entreprise qui est présent ou c'est au fil des années où vous êtes intéressé au sujet de plus en plus? C'est une demande client? Est-ce que, voilà. Alors, je pense que nos dirigeants sont relativement attachés à ces enjeux environnementaux et le fait aussi qu'on cherche à rester proactif par rapport aux demandes des clients et aussi par rapport aux réglementations qui se mettent en place dans le domaine des impacts environnementaux. Et c'est un sujet qui se met en place petit à petit, puisque nous avons, durant les dernières années, initié différentes démarches d'éco-conception
Et puis nous engrangeons des connaissances et des compétences dans ce domaine-là. Ok. Alors, Oui. oui. Oui, et alors j'allais te demander comment la biscuiterie s'est lancée dans la démarche d'éco-conception, comment le projet s'est lancé au au tout début. Que vous avez Alors, à bénéficié partir, d'aide pour le projet? Comment ça s'est passé? oui. Donc, à partir du constat qui a été fait suite à la réalisation de ce bilan carbone, nous avons décidé de mettre en place deux démarches, deux projets d'éco-conception. Donc, des projets sous l'appellation Gringo, donc des projets qui sont financés par l'ADEME. Alors, aujourd'hui, je crois que l'appellation Gringo n'existe plus, mais il y a toujours des projets d'éco-conception qui sont financés par l'ADEME. Le premier projet Gringo a été lancé en 2020 et il concernait plutôt le groupe. Donc, il devait permettre au groupe de piloter la démarche d'amélioration environnementale, donc intégrer les critères, le critère environnemental aux côtés des critères économiques et techniques pour le choix dans les investissements de nouveaux produits, par exemple. Et ce projet avait pour but aussi de renforcer notre partenariat avec nos fournisseurs de blé qui sont des fournisseurs locaux. La deuxième démarche ensuite a été initiée en 2022. Donc, elle était spécifique au site de Dole. Et cette fois-ci, c'était une démarche d'éco-conception complète sur le produit qui est notre produit phare à l'usine de Dole, qui est le petit beurre. Ok. Nous avons, comme je l'ai dit, bénéficié du financement de l'ADEME pour ce projet. Nous avons aussi bénéficié de l'accompagnement d'un cabinet de consultants, AgroSolutions, donc qui est un cabinet qui est spécialisé à la fois dans l'agroalimentaire et aussi dans la transition écologique des entreprises. Et puis, ce cabinet a notamment réalisé tout ce qui était animation des réunions pour rythmer le projet, et puis aussi l'appui technique sur la réalisation des analyses de cycle de vie notamment. Et nous avons également bénéficié de l'accompagnement de l'agence économique régionale, donc plutôt sur le suivi du projet et puis l'aide pour ce qui était d'obtenir les financements. Ok, merci beaucoup pour ce contexte. Donc, vous retrouvez toutes les aides disponibles sur le portail de l'ADEME, celles qu'on a pu mentionner. Donc, quel a été le constat au vu des premiers résultats d'études sur la démarche d'éco-conception que vous avez menée? Donc, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un gros pourcentage de l'impact qui était sur la matière première. Comment ça a orienté le reste de la démarche? Alors, c'est vrai qu'on s'est rendu compte en réalisant les analyses de cycle de vie que la majorité des impacts du petit beurre étaient dus aux matières premières agricoles et principalement au beurre qui est d'origine animale. Donc, nous nous sommes dit, c'est sur ces matières premières qu'il faut travailler en priorité. Euh, alors, c'était un peu spécifique pour les matières premières puisque nous avions déjà des actions qui étaient mises en place ou qui étaient en cours de finalisation. Et notamment, c'était tout le travail avec les filières locales. Donc, je pense aux filières pour le blé bio et puis tout ce qui est filière locale aussi pour le beurre conventionnel et le beurre bio. Et à l'inverse, quand on regarde les impacts environnementaux spécifiques aux produits, les emballages et le transport, par exemple, ont des impacts qui sont vraiment minoritaires. Donc, travailler sur les emballages, par exemple, ça reste important, notamment pour ce qui est la réduction des quantités de plastique dans les emballages. Mais point de vue analyse de cycle de vie sur les différents indicateurs qui ont été rappelés en introduction, le travail sur les emballages n'a pas apporté en tout cas de modifications pertinentes et importantes des résultats de l'analyse de cycle de vie.
Et donc, tu mentionnes souvent l'analyse du cycle de vie. Est-ce que, enfin, quel outil vous avez utilisé pour la réaliser? Est-ce que c'était une analyse du cycle de vie expert ou plutôt simplifiée? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que vous avez rencontré aussi des limites à l'analyse du cycle de vie? Alors, c'est une analyse de cycle de vie qui était plutôt niveau expert qui a été réalisée. Donc, alors j'ai vu qu'il y avait des membres d'AgroSolutions qui étaient présents au webinaire. Je tiens à les remercier encore une fois pour leur accompagnement parce que c'était un travail qui était quand même relativement intense. Euh, les, Après, les limites qu'on a pu rencontrer sur l'analyse de cycle de vie, c'était tout ce qui concernait plutôt la collecte de données spécifiques, donc auprès des fournisseurs pour les filières locales, histoire d'être le plus représentatif possible de cette partie amont agricole. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail des stratégies d'éco-conception qui ont émané de cette étude? Quelles ont été les priorités? Est-ce qu'il y a eu des difficultés quant à la mise en place de certaines stratégies? Alors, comme je l'ai dit, le projet a été particulier dans le sens où certaines actions étaient déjà mises en place. Et les actions prioritaires, c'était tout d'abord agir sur les matières premières, donc partenariat avec les filières locales, réduire le pourcentage de beurre sans altérer la qualité du produit, et puis aussi, par exemple, la réduction de nos taux de déchets, et puis l'électrification de notre production. À savoir qu'aujourd'hui, la majorité de nos fours sont des fours qui fonctionnent au gaz, et puis nous avons envisagé la possibilité de substituer ces fours gaz par des fours électriques. Et autre action qui devrait être mise en place d'ici la fin de l'année, c'est la construction d'ombrières sur le parking, donc, que l'on voit pousser un peu partout dans les supermarchés. Eh bien, le groupe Biscuit Bouvard met aussi en place des ombrières sur ces différents sites. Et est-ce que ces stratégies-là dont on parle, elles ont été développées sur tous les sites ou alors il y a des sites prioritaires et après les autres sites devraient suivre? Comment ça se passe? Alors, le site de Dole se veut un peu pilote de la démarche d'amélioration environnementale et même d'éco-conception. Donc, les actions qui sont mises en place sont principalement mises en place déjà sur le site de Dole. Et puis ensuite, selon la possibilité pour les autres sites, ces actions se déploient également sur les autres sites. En ce qui concerne les ombrières, donc on répond à une évolution de la réglementation. Donc on a plusieurs sites en même temps qui travaillent sur la mise en place de ces ombrières. Autre point, je n'ai pas aussi parlé des difficultés que nous avons rencontrées. Alors il y a eu plusieurs difficultés donc, qui étaient plutôt de l'ordre économique. Donc, je parlais tout à l'heure du remplacement des fours gaz par des fours électriques. Ce qu'il faut savoir, quand on remplace un four neuf, on est sur un surcoût de l'ordre de 150 000 euros. Donc c'est quelque chose qui est non négligeable dans les investissements. Et pour ça, on a la possibilité de bénéficier d'aide de l'ADEME aussi dans ce sens-là. Et puis, il y a aussi des difficultés plutôt réglementaires. Donc, quand on se rend compte que dans le petit beurre, c'est le beurre qui est le plus impactant, on peut se dire, par exemple, est-ce qu'on ne va pas remplacer cette matière grasse d'origine animale par une matière grasse d'origine végétale? Et la réglementation nous dit que malheureusement, on ne peut pas substituer le beurre par une autre matière grasse, sinon on perd l'appellation petit beurre. Et ça, du coup, c'est inacceptable d'un point de vue client. Et dans les stratégies menées, est-ce que, donc parfois il y a eu une modification de la recette ou du moins du process pour fabriquer le biscuit. Est-ce que ça a eu une influence sur son goût, sur son organolepsie à la fin? Alors justement, quand on parle de réduire le pourcentage de beurre dans la recette du petit beurre, on s'est fixé une limite qui ne modifie
absolument pas les propriétés organoleptiques du produit. Donc, c'est-à-dire que même si on fait de l'éco-conception, on cherche à ne pas dégrader la qualité du produit. Parce que de dégrader la qualité du produit, ça ne rentre pas dans une véritable démarche d'éco-conception. Et puis, ça n'aurait aucun intérêt de mener cette démarche si ensuite on ne peut plus vendre nos produits, puisque les clients ne les accepteraient plus. Tout à fait. L'objectif d'une démarche d'éco-conception, ça reste que le produit puisse substituer un achat d'un produit moins éco-conçu sur le marché. Et pour ça, il doit respecter certaines règles. En l'occurrence, vous, une des importantes règles du produit, ça va être le goût. Ça va être aussi pour ça que potentiellement vos clients achètent votre produit. Donc voilà, on va pas pouvoir mettre toutes les stratégies du monde en place puisqu'il va falloir quand même respecter certaines contraintes, disons, et faire des compromis. C'est le propre de la démarche d'éco-conception en général. Et donc, cette démarche d'éco-conception, est-ce qu'elle a amené d'autres bénéfices pour l'entreprise que des bénéfices environnementaux? Est-ce que vous avez donc une meilleure image, peut-être au niveau des employés aussi plus de motivation à travailler avec des produits porteurs de sens? Est-ce qu'il y a eu d'autres bénéfices? Alors, les divers bénéfices que la démarche a apportés, euh, au- les bénéfices environnementaux mis à part, on a déjà une montée en compétence dans ce qui est la démarche d'analyse et d'amélioration de nos impacts sur l'environnement. Il y a eu aussi un développement de la prise de conscience des causes et des effets du changement climatique, et puis plus largement de l'impact de notre activité sur l'environnement. Et puis, bien sûr, la démarche d'éco-conception permet aussi d'améliorer notre image donc, auprès de nos clients, et puis aussi de nous mettre en avant par rapport à nos concurrents. Et comment s'est passée l'acculturation de vos équipes aux enjeux environnementaux? Est-ce qu'elle est arrivée en même temps que la démarche, en amont, après? Est-ce que vous avez fait une fresque du climat ou vous êtes formé à l'éco-conception? Comment ça s'est passé? Alors, durant le projet, moi, j'ai réalisé aussi différentes réunions avec les cadres dirigeants de l'entreprise pour leur présenter la démarche et puis les différents les différents enjeux, pardon, qui sont liés à cette démarche. Et puis, à la suite, la direction du groupe a décidé de mettre en place aussi des animations de la fresque du climat pour sensibiliser les collaborateurs aux enjeux du changement climatique. Donc, mieux comprendre les causes et les conséquences du changement climatique. Donc, c'est Ok. quelque chose qui est plutôt venu dans un second temps. D'accord. Et donc, la démarche d'éco-conception, donc l'éco-conception, c'est une approche produit, mais vous avez également des approches autres qui viennent compléter un peu cette démarche. Donc, vous êtes aussi PME+. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette démarche-là? Alors, le label PME+, donc c'est le diminutif de Pour un monde plus engagé, c'est un label qui récompense les entreprises sur la mise en place de leur politique RSE, donc au travers d'actions menées pour l'environnement et pour les aspects sociaux notamment. Donc c'est un audit qui est réalisé et puis un label qui est délivré par l'organisme EcoCert Environnement. Et c'est un label qui se base sur les lignes de la norme ISO 26000 qui concerne la responsabilité sociétale des entreprises. Et dans l'exemple, quelques actions que nous avons mis en place pour être labellisé PME+. Donc, mise en place d'une politique de santé et de sécurité au travail avec un plan d'action qui est défini concrètement. Des actions aussi en faveur de l'emploi local, alors que ce soit les emplois au sein de notre entreprise ou même le travail avec nos partenaires locaux. Et puis aussi, ce qui m'a concerné directement, c'était la mise en place de la démarche d'éco-conception. Et est-ce que donc ces multiples démarches ont une influence sur le prix de votre produit fini? Est-ce que ça se ressent auprès de vos clients qu'il y a une différentielle ou pas forcément?
Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de modifier aussi peu que possible le prix du produit, parce qu'on sait que ces dernières années, on a été touché par des hausses, hein, dans tout ce qui concerne l'alimentaire. Donc, on cherche à s'améliorer d'un point de vue impact environnemental, sans pour autant que le prix du produit explose, ce qui serait un problème aussi pour le consommateur, puisque on pourrait dire acheter un produit meilleur pour l'environnement, mais le payer 2 voire 3 fois plus cher, c'est pas quelque chose qui est acceptable non plus. Donc on a cherché à mettre en place des actions qui impactent aussi le moins possible le prix final du produit. Ok. Et est-ce que cette démarche d'éco-conception a influencé votre travail au quotidien chez Bouvard? Est-ce que maintenant, la pensée en cycle de vie, les impacts environnementaux, tout c'est devenu un réflexe dans la conception de vos nouveaux produits ou dans l'amélioration de produits? Comment ça se met dans le quotidien? Alors, c'est une démarche qui continue à se développer, mais je retiens 2 points par rapport à cette question. Dans les actions que nous avons mises en place, il y a eu le lancement d'une gamme de produits déclassés qu'on appelle la gamme Mangez-nous. Donc, c'est en quelque sorte une gamme de biscuits moches qui sont toujours consommables par les clients, mais qui ne sont pas acceptés par les différentes marques que nous livrons, parce que les produits sont cassés ou qui sont légèrement trop cuits, etc. Cette démarche, elle impacte directement les collaborateurs qui travaillent dans l'usine, qui fabriquent et emballent les biscuits. Ça nous permet de notamment mieux gérer tout ce qui est nos déchets, et à savoir que ces produits déclassés, une partie est vendue dans notre magasin d'usine, le reste est donné à des associations ou des banques alimentaires. Ensuite, le deuxième point, nous travaillons aussi sur tout ce qui est nos films d'emballage, remplacement de films plastiques par films papier notamment. Là où ça va impacter le travail au quotidien, c'est comment dire, les essais que nous réalisons sur nos lignes de production avec les échantillons que nous vendons en magasin d'usine. Sur la démarche plus globalement, donc c'est quelque chose qui continue de se mettre en place, puisque aujourd'hui nous avons plusieurs collaborateurs qui sont déjà sensibilisés à la démarche, et le but c'est vraiment de déployer cette connaissance au niveau du groupe complet. Donc c'est quelque chose qui continue de se développer et de se mettre en place. Ok. Et est-ce que tu aurais un mot pour les entreprises qui souhaiteraient se lancer dans une démarche d'éco-conception, mais qui ont peut-être des craintes, qui ont peut-être voilà, des a priori? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces entreprises? Alors, j'aurais 2 mots à vous dire, c'est lancez-vous. Alors, peut-être un peu plus en détail. La démarche d'éco-conception, c'est quelque chose qui nécessite forcément des investissements. Alors que ce soit des investissements financiers, si on cherche à réaliser des analyses de cycle de vie niveau expert, par exemple. Ça demande aussi un investissement humain. Donc, soit qu'on cherche à déployer les compétences au sein de l'entreprise, ou ou que l'on cherche à faire appel à un cabinet de consultants. Et puis aussi, c'est un investissement en temps, puisque une analyse de cycle de vie complète niveau expert, c'est entre 4 et 6 mois de travail, on va dire. Après, sur ces investissements, on peut tirer de nombreux bénéfices. Donc déjà, je reprends toujours notre exemple à nous, mais nous avons pu renforcer nos partenariats avec nos fournisseurs. Ensuite, nous avons pu aussi nous démarquer de la concurrence, donc tout ce qui est amélioration de l'image de l'entreprise, que ce soit la mise en avant par rapport à nos concurrents ou même la mise en avant de la démarche telle qu'elle auprès de nos clients.
Ça permet aussi de rester proactif sur tout ce qui est évolution de la réglementation. Réglementation qui bouge quand même pas mal. Je pense notamment à la loi anti-gaspillage sur l'économie circulaire. Nous cherchons à rester relativement proactifs sur ce sujet-là. Et puis, enfin et surtout, ça permet de repenser la manière dont on conçoit les produits via la prise en compte de l'impact environnemental et pas seulement au travers du bilan carbone, mais sur un ensemble d'indicateurs, donc comme ceux qui ont été présentés en introduction. Voilà, ça permet vraiment une prise de conscience. Et puis, les entreprises en général répondent positivement au fait qu'il y a un gain financier suite à la mise en place d'une démarche d'éco-conception. Et personnellement, une entreprise qui mène ce genre de démarche, je pense que c'est une entreprise qui a de l'avenir aujourd'hui. Une bonne raison que de se lancer dans une démarche, n'est-ce pas? Oui. Et quelle est la suite pour la biscuiterie Bouvard alors, Sébastien? Alors, la démarche que nous avons menée, donc un projet sur 1 an et demi, 2 ans, portait sur un produit spécifique. Donc l'étape suivante, c'est de déployer cette démarche sur nos autres gammes de produits. Le but, c'est de réduire notre impact environnemental vraiment de manière globale. Alors que ce soit les gammes de produits spécifiques à l'usine de Dole ou même aux autres sites du groupe. Il y a aussi l'idée de continuer de former les collaborateurs sur les sujets liés à l'environnement, que ce soit fresque du climat ou formation en interne sur ce que sont le bilan carbone et l'analyse de cycle de vie. Et puis au niveau du groupe aussi, il y a un travail qui se met en place sur notre trajectoire de décarbonation. Super. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant de clôturer cette interview? Euh, alors, j'avais pas forcément en tête de mots de la fin. Je pense que j'ai déjà assez insisté sur la démarche d'éco-conception, mais vraiment, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de bénéfices à votre entreprise. Et pour vous lancer dans cette démarche, il faut vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'accompagnements qui existent sur le sujet. Merci beaucoup, Sébastien. On va prendre les questions. Donc, je vois que dans le chat, il y en a déjà quelques-unes. Donc, une première question de Jérôme sur les achats. Donc, lors de l'achat d'un équipement de production, avez-vous des exigences environnementales dans l'expression de vos besoins? Équipement éco-conçu. Alors, on n'a pas encore poussé le raisonnement jusque-là. Pour l'instant, ça reste encore à l'état de projet, on va dire. Mais c'est quelque chose que l'on va prendre en compte, bien évidemment. Considérer qu'on achète, si c'est des équipements neufs, considérer aussi qu'on achète des produits qui sont éco-conçus, c'est quelque chose qui va être aussi important. Même si je reprends l'exemple des fours, par exemple, ça va être surtout la partie consommation, alors que ce soit de gaz ou d'électricité, qui va rentrer en compte dans l'impact environnemental. Ok, merci beaucoup. Donc, on a d'autres petites questions. Est-ce que votre démarche d'éco-conception est-elle inscrite dans les processus de l'entreprise? Alors, c'est inscrit dans les processus de l'entreprise, que ça soit la démarche de réflexion en amont ou bien les actions qui sont mises en place par la suite. C'est quelque chose qui est inscrit aujourd'hui dans notre plan d'action. Super. Et pour répondre à la question, que signifie le PEF? C'est le Product Environmental Footprint. Merci pour ce bel accent. C'est donc la Commission européenne qui s'est mise d'accord sur la sélection d'indicateurs environnementaux pertinents. Et donc, on retrouve toute une bibliographie sur le sujet donc, sur le site de la Commission européenne. Je vois aussi que on nous a mis des liens vers les aides de l'ADEME, c'est top.
On a une autre question de Tanguy. Quelles sont les marges de manœuvre possibles pour réduire son impact lié aux matières premières? Comment intégrer les producteurs bio locaux, par exemple? Alors le travail avec les matières premières, enfin les filières matières premières, on a une marge de manœuvre qui est relativement réduite, parce qu'on peut essayer d'imposer un cahier des charges à nos fournisseurs, mais c'est pas forcément sûr que ça soit accepté de leur part. C'est peut-être plutôt dans le choix des fournisseurs. C'est plutôt dans le choix des fournisseurs que la mise en œuvre va pouvoir se faire. Euh, je pensais par exemple à notre filière locale pour le beurre bio. Nous avons changé de filière pour avoir un partenariat avec une filière qui a un cahier des charges qui est relativement exigeant, qui nous permet de réduire déjà notre impact environnemental sur la partie beurre. Mais c'est vrai que dans l'agroalimentaire, ce qu'on constate en général, c'est que la marge de manœuvre est relativement réduite, en ce qui concerne les actions liées à la partie amont agricole. Ok. Donc après tout ça, ça passe par un travail aussi avec les fournisseurs, un travail de collaboration. Et puis, ben, dans des cas extrêmes, vraiment leur imposer nos exigences, point de vue environnemental. Merci beaucoup, Sébastien. Je crois qu'on n'a plus de questions, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres, à les envoyer dans le chat. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Comme c'est notre dernier webinaire de l'année, il me semble, nous avions prévu aussi de vous parler du nouvel outil que nous avons développé au pôle sur l'éco-conception de la filière alimentaire. Donc, il s'appelle Indicateur. C'est un outil d'amélioration. Donc, comme nous sommes centre de ressources nationales sur le sujet de l'éco-conception, voilà, on essaie de développer des outils qui permettent de répondre à certaines problématiques. Et donc, cet outil a pour objectif donc d'améliorer, en fait, d'être dans l'étape de stratégie, en fait, de la démarche et de donner des idées, essayer d'avoir des stratégies concrètes et pertinentes sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit alimentaire. Donc, on va retrouver des stratégies sur la partie amont agricole, mais aussi des stratégies sur la partie transformation, logistique, magasin, fin de vie. Et donc, c'est des stratégies qui concernent 9 indicateurs. Donc, on va retrouver changement climatique, mais on va retrouver aussi des indicateurs qui sont donc rarement pris en compte dans les analyses de cycle de vie, comme la souveraineté alimentaire, la résilience d'un sol, le stockage de carbone, la biodiversité, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la préservation des ressources renouvelables et l'économie et la substitution d'énergie fossile. Si vous avez plus de questions sur l'outil, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez mon contact dans les slides. Et donc, c'est pour le moment la version prototype, mais voilà, qui a pour objectif de sortir à la rentrée de cette année. Nous avons aussi développé une version agroalimentaire de notre Serious Game Inspire Action. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir y jouer ou de connaître un petit peu la démarche de ce Serious Game. Donc, c'est un jeu qui a pour objectif de s'initier dans la démarche d'éco-conception à travers un jeu de rôle. Donc, chacun a une casquette de l'entreprise, une entreprise fictive autour de la table et va réaliser une démarche d'éco-conception de manière assez ludique en fait. Et ça permet aux entreprises d'avoir déjà des premiers outils et de s'initier à la démarche d'éco-conception de manière ludique. Donc c'est un jeu qui dure en moyenne 2 à 3 heures. Donc voilà, si pareil, vous êtes intéressé, la version alimentaire va aussi sortir à la rentrée. Donc le cas d'étude de ce Serious Game sera maintenant donc un produit alimentaire, là où actuellement il était plutôt sur un produit électroménager. Voilà un peu pour les nouvelles du pôle.
je vais laisser maintenant la parole à Sacha, notre chargée de formation, qui va nous parler un petit peu des formations au pôle éco-conception. Bonjour Sacha. Bonjour à tous, merci Louise. Je vais me présenter rapidement et après on fera un petit tour du centre de formation et on va cibler sur nos formations agroalimentaires comme c'est le sujet aujourd'hui. Moi j'ai rejoint le pôle, ça fait maintenant quelques mois, depuis 2022, dans l'optique de développer et pérenniser le centre de formation. Voilà. Louise, tu peux passer la slide. Vous avez mon contact aussi pour tous vos besoins en formation. Pour entrer un peu plus précisément dans le centre de formation, nous sommes certifiés Calliope. Alors, il y a des slides qui défilent toutes seules, Louise, il me semble. Ouais, parfait, merci. Tu peux rester sur celle-ci. Le centre de formation est dans la lignée du pôle. L'optique, c'est de permettre la mise en œuvre de l'éco-conception dans les organisations. C'est de vous permettre de développer au maximum certaines pistes. On utilise plusieurs leviers. Tout d'abord l'approche pédagogique qui nous permet de combiner autant la théorie et la pratique. Tous nos formateurs aujourd'hui sont des experts et on a une expérience terrain de plusieurs années qui nous permet vraiment de challenger les équipes sur des produits et des cas concrets réels. C'est aussi la réflexion individuelle et collective sur des problématiques qui sont définies en formation. On a 2 axes de formation, l'inter et l'intra-entreprise. L'inter, c'est nos formations qui se découlent tout au long de l'année. Et l'intra, c'est l'accompagnement d'entreprises sur des cas spécifiques de formation où on fait énormément de sur-mesure. Le centre de formation a formé plus de 700 personnes en 2023, qui est on relève une forte augmentation entre 2022 et 2023. Beaucoup de personnes se forment sur l'éco-conception et on a aujourd'hui 95% de satisfaction de nos personnes formées. Voilà. Pour vous parler un peu plus de notre catalogue de formation, on a un catalogue plutôt complet à ce jour, pour ne pas dire le plus complet sur l'offre actuelle. On a regroupé toutes nos formations par thématiques qui vont de la plus générale à la plus spécifique. On a la thématique 1 qui est sur l'éco-conception et la démarche, basiquement et principalement. Comme je vous le disais, on a des formations intra sur mesure et adaptées à nos clients. C'est aujourd'hui 60% de nos activités de formation. Le design de formation adapté sur une problématique précise de l'entreprise. Et on est aujourd'hui outillé d'un logiciel de formation qui nous permet de parer à toutes les potentielles formation, donc sous différents formats, du distanciel, du présentiel et du duplex, et qui nous permet aussi de rendre la formation un peu plus déjà digitale, mais surtout plus intéressante. Voilà, on fait pas mal de choses. On vous fournira après les liens vers notre catalogue de formation que vous pourrez consulter, qui est en ligne et qui est automatisé. Pour cibler un peu plus, on peut peut-être passer sur la slide suivante sur notre thématique agroalimentaire. Donc, comme je le disais, on en a 8 aujourd'hui, c'est notre 5e. Qui sont composés donc elle est composée de 2 modules qui sont tous les deux de 2h30 en ligne. Au tarif de 230 € par module et par personne, bien évidemment, comme on est sur de l'inter. On a un premier module sur les enjeux environnementaux du champ à l'assiette, qui ont été faits du coup par Louise, qui est présente aujourd'hui, et le module 13 sur découvrir les outils et stratégies spécifiques au secteur agroalimentaire. C'est une formation qu'on a entre 2 à 3 fois par an, en fonction des demandes. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on accompagne énormément en intra-entreprise, donc directement, typiquement comme sur l'entreprise qui est présente aujourd'hui, ça peut être quelque chose qui est fait. Louis, si tu veux présenter un peu plus tes modules, étant donné que tu les as faits, ça peut valoir le coup. Oui, donc ces modules sont vraiment ont pour objectif déjà dans un premier temps, donc le module 12, de bien comprendre les enjeux environnementaux qu'on va retrouver dans le cycle de vie d'un produit alimentaire. Donc de remonter la chaîne, de voir un petit peu quels sont les gros enjeux, les grosses thématiques. Puis ensuite, ça nous permet aussi donc de s'axer sur justement la démarche d'éco-conception, comment on la met en place
dans un produit alimentaire. Donc tout ce qu'il peut y avoir disons, comme difficulté, mais aussi tout ce qui peut y avoir comme bénéfice. Donc, c'est vraiment une approche holistique de l'impact environnemental du produit. Et dans le module 13, donc, on va vraiment s'axer outils et stratégies d'éco-conception, où là, je vais vous parler vraiment de tous les outils qui existent, qui sont à votre disposition, des stratégies pertinentes du secteur et en fait, d'ouvrir aussi beaucoup sur le sujet. Ça permet aussi de répondre aux éventuelles questions. On essaie d'être sur des modules plutôt restreint en termes de nombre. C'est aussi une volonté que Sacha met en avant, puisque ça permet vraiment comme ça de répondre aux questions, de faire aussi les parallèles potentiels avec des problématiques d'entreprise réelles, pour mettre en avant aussi en fait cette démarche qui n'est pas si compliquée en soi à mettre en œuvre. Tout à fait. Pour tous les besoins de formation, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez du coup mon mail dans la première slide de présentation. Et vous avez aussi le catalogue de formation. Vous pouvez vous inscrire de manière automatique. Et pour toutes les personnes qui auraient des besoins de formation un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à me contacter aussi pour qu'on puisse designer votre besoin et vous proposer une formation adaptée. On a d'ailleurs développé une nouvelle formation qui sera donc présente à la rentrée également, qui est un module, disons, d'initiation, puisqu'on va reprendre les enjeux environnementaux. En fait, pourquoi faire de l'éco-conception? C'est pour répondre à une problématique environnementale qui s'empire en fait avec le temps, et c'est reprendre en fait ces grands enjeux, qu'est-ce que ça veut dire, comment ils s'articulent, et comprendre bien la logique justement de l'impact de l'homme sur son environnement, et comment ça peut porter atteinte en fait à la survie de l'homme, et finalement pourquoi on fait tout ça. Et ça montre aussi qu'il y a plein de choses à faire, qu'il y a aussi plein de stratégies à mettre en œuvre pour essayer de diminuer cet impact. Donc, voilà, c'est un module qui reste positif malgré tout. Et donc ça, vous aurez donc à disposition ce module à la rentrée, normalement, en septembre. Donc, si vous voulez plus d'informations sur nos formations, n'hésitez pas à contacter Sacha. Ça vous permet aussi peut-être de mettre un visage sur notre chargée de formation au pôle. Donc, elle peut gérer toute la partie un petit peu administrative et vos questions un peu sur les formations, donc qui peuvent être prises en charge aussi par des organismes de financement. Donc, n'hésitez pas à vous former sur le sujet pour pouvoir aussi vous lancer derrière. C'est important aussi d'avoir des éléments d'information pour pouvoir se lancer dans une démarche par la suite. Donc, l'objectif vraiment de ces formations, c'est de vous donner toutes les clés, tous les outils qui vous permettront par la suite de vous lancer dans votre contexte spécifique d'entreprise. Donc, vous trouverez toute l'interview finalement de Sébastien et tout le travail qui a été fait donc chez Bouvard dans l'éco-initiative qui sera publiée sur notre site internet, où vous aurez aussi tous les retours d'expérience d'autres entreprises. Donc là, nous étions ravis puisque c'était une entreprise du secteur alimentaire qui était là aujourd'hui. Donc, ça permet aussi de mettre en avant les enjeux environnementaux de l'univers de l'alimentaire, qu'il y a aussi des stratégies et des outils spécifiques à ce secteur, que c'est pas que l'emballage qui est concerné. On a bien vu avec Sébastien que justement, finalement, l'amont agricole avait toute son importance dans l'empreinte environnementale du produit, que voilà, il y avait plein de choses à faire, plein d'outils à disposition, et qu'il suffisait finalement de se lancer. Vous retrouverez aussi toutes les éditions du pôle sur le site internet, et si vous avez des questions avant la fin du webinaire, c'est avec plaisir pour y répondre. Et sinon, vous aurez nos contacts à tous les trois dans les slides de présentation. Merci Sébastien, merci Sacha. On va attendre encore peut-être 1 ou 2 minutes. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire que vous aurez accès en replay. Donc, il y a aussi la thématique de l'affichage environnemental dans l'alimentaire qui pose beaucoup de questions, la réglementation qui est de plus en plus à cheval sur les sujets environnementaux dans les secteurs. Donc, c'est ça aussi qui pousse certaines entreprises à s'y intéresser.
Elles ont tout à fait raison. Finalement, pour pérenniser son activité, l'intégration des enjeux environnementaux dans sa stratégie, c'est tout à fait quelque chose de pertinent, comme le répétait Sébastien tout à l'heure. Bon, eh bien, écoutez, on va pouvoir clôturer ce webinaire puisqu'on n'a plus de questions. Merci à tous les deux et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour plus de stratégies d'éco-conception. Bonne journée. Au revoir. Merci de votre attention. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.